Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur la télé La Voix des Grands Lacs avec nos deux invités, Monsieur Pierre-Célestin Bakunda Chicharo et Emery Chimimana. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Pierre-Célestin Bakunda Chicharo. Bonsoir, Emery Chimimana. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, monsieur l'ambassadeur, monsieur Emery Chimimana. J'espère que notre échange sera fructueuse et puis profitable pour tous. Merci. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Bonsoir, cher ami Pierre Bakunda. Et bonsoir, les téléspectateurs de La Voix des Grands Lacs. Alors, avant de commencer à proprement parler, on va d'abord faire les présentations de chacun d'entre vous. Le professeur Pierre-Célestin Bakunda, en une minute, présentez-vous pour que nos auditeurs et téléspectateurs fassent mieux connaissance avec vous. Merci, monsieur l'ambassadeur Jean-Marie Vianney. Je me présente, monsieur Bakunda Pierre-Célestin, je suis de Lille, je suis professeur à l'Université catholique de Lille. Et je suis aussi chercheur en ce qui concerne les conflits et puis je suis qualifié en sciences sociales et humanité. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Emery Chimimana. Bonsoir, moi je suis monsieur Emery Chimimana. Je suis membre de la fondation Iwukawo Selingirabose. Et en français, c'est Mémoire commune et justice pour tous. Et je suis le secrétaire général de cette fondation et je suis militant des droits de l'homme. J'habite à Orléans. Merci beaucoup. Alors, on va commencer. Ça tombe bien pour le professeur Bakunda Chicharo. Eh bien, le titre de notre émission, c'est le même qu'a choisi RFI pour accorder la parole au professeur Vincent Duclerc. Vincent Duclerc, c'est l'auteur du fameux rapport, celui que tout le monde connaît désormais, qui a été missionné. Monsieur Duclerc a été missionné pour faire un rapport permettant au président Macron de reprendre ses relations diplomatiques avec le Rwanda. Voilà le thème de notre émission de ce soir, le génocide des Tutsis au Rwanda, François Mitterrand et la raison d'État. Donc c'est le titre de RFI qu'a accepté Vincent Duclerc et nous sommes là aujourd'hui pour nous poser des questions. On ne va pas entrer dans tous les détails de cette interview parce que c'est quand même une émission de 49 minutes, 50 minutes. Hein. Eh bien, nous allons quand même l'aborder globalement ce soir et puis peut-être dans les jours à venir, nous allons creuser, nous poser des questions sur la véracité de tout ce qu'il affirme, tout ce qu'il affirme. Est-ce que ça correspond vraiment à la vérité historique, telle que peut le prétendre un historien de la trempe de Vincent Duclerc? Pour commencer, on va donner la parole au professeur Pierre-Célestin Bakunda Chicharo. Eh bien, est-ce que, d'après vous, déjà, la méthodologie suivie par le professeur, comme il l'expose, hein, il expose bien les choses, il dit comment tout cela a commencé, il détermine même la période couverte par ses recherches, lui et ses 12 ou 13 collègues. Est-ce
il a suivi la bonne méthodologie. Pour vous qui êtes chercheur et professeur, et spécialiste du Rwanda en l'occurrence, M. Kicharo. Merci, monsieur l'ambassadeur. J'ai écouté attentivement les propos de monsieur Vincent Duclerc et j'étais choqué, en fait, de l'entendre dire des choses que je considère comme euh, insultes, parce que euh, quand il dit euh, l'homicide qui a craché l'avion du président de la République est parti du camp de Kigali. Quand il affirme que Madame Agathe Habyarimana et les extrémistes Hutus ont eu la main sur son missile, d'emblée, je me suis dit, le rapport de ce monsieur est totalement erroné. Et c'est là où je me suis encore posé la question, est-ce que sa méthodologie est fiable? Parce que si vous êtes quelqu'un qui fait des recherches et que ces recherches doivent apporter des fruits, vous devez suivre un schéma. Et ce schéma se définit en ceci. Vous devez donc avoir ce qu'on appelle la problématique. Et la problématique consiste à s'interroger sur quelque chose. Donc, vous devez définir en fait l'objet de votre recherche et puis vous interroger. Ce qui fait que chaque fois, vous avez en votre esprit une question. Pourquoi ceci? Pourquoi ça? Et cette problématique vous conduit à quelque chose qu'on appelle la question principale. Et la question principale vous amène à ce qu'on appelle aussi un postulat, une hypothèse ou une question anticipée qui doit se vérifier par la recherche. Voilà. Et là, notre monsieur, je pense qu'il n'a pas suivi, disons, cet itinéraire. Et après avoir donc défini cette hypothèse, hein, il y a donc lieu aussi de clarifier la méthodologie. Dans cette méthodologie, il y a trois volets. Donc, vous pouvez choisir, c'est optionnel. Et donc, il y a la méthode qualitative, il y a la méthode quantitative et il y a aussi la méthode mixte, donc des deux. C'est-à-dire que vous voulez donc collecter les données, vous utilisez cette méthode qualitative qui consiste à choisir entre 10 et 15 individus auxquels vous allez échanger sur un questionnaire que vous avez élaboré. Et là, vous allez voir comment chaque individu va pouvoir répondre à ces questions. Et à la fin, vous allez décortiquer et donner vos conclusions. Ensuite, quand il s'agit de la méthode quantitative, vous prenez entre 300 personnes et 1000 personnes, et là, vous envoyez des questionnaires où chaque individu va répondre oui ou non. Et là, quand il vous renvoie les réponses en retour, c'est à vous donc de les mettre dans votre système, je dirais, système statistique, pour pouvoir aussi prouver, valider ou invalider votre hypothèse. L'autre méthode, c'est donc combiner les deux, c'est-à-dire vous faites la méthode qualitative et la méthode quantitative et vous les validez. Donc, vous les mettez donc en face et vous verrez les données que cela vous procure. Et là, je pense que M. Duclerc, Vincent Duclerc a choisi une méthode qui m'est inconnue. Voilà. Donc, à sa place, moi, je pense que pour avoir un rapport fiable, si c'était vraiment un rapport qui n'est pas biaisé,
il aurait dû s'interroger sur, si je parle de la problématique, il aurait pu s'interroger sur les dates. D'abord, connaître qu'est-ce qui s'est passé au Rwanda en 1896. Et on sait bien qu'en 1896, il y a eu l'histoire d'Oruchunchu et le coup d'État d'Oruchunchu. Je ne vais pas aller, disons, dans les détails. En 1898, il y a eu donc l'arrivée des Allemands au Rwanda. 1900, il y a eu l'arrivée des missionnaires catholiques au Rwanda. En 1916, il y a eu le départ, il y a eu donc le départ des Allemands, 96, 1916, et l'arrivée des Belges. Là, je précise que les Allemands étaient arrivés au pays en 1898. Et alors, en 1931, il y a l'expulsion ou la déportation du roi Musinga V, qui a été déporté à Kamembe et puis après à Moba au Congo. Il y a aussi, en 1956, l'arrivée à la tête de l'église de l'évêque Pérodin, André Pérodin, en remplacement des évêques Léon Classe et de Primos. Les deux venant de France et André Pérodin venant de Suisse. En 1957, il y a eu deux événements. Donc, il y a eu la mise au point de la cour du roi. Il y a eu aussi le manifeste des Bahutu, qui, les deux, quoi, essayaient de s'opposer, non, essayer, je veux dire, de convaincre l'opinion internationale pour qu'il y ait un changement. Mais cela ne pouvait pas, disons, aboutir parce que les royalistes ne voulaient pas de ce changement. En 1959, il y a eu deux événements. Il y a eu la mort du roi, Tara Rudahigwa. Il y a eu aussi la révolution sociale. Cette révolution sociale aussi a, disons, deux volets. Il y a eu donc des tueries des républicains Hutus qui ont été donc massacrés un à un par la cour du roi. Il y a eu aussi l'agression de M. Dominique Boymoutois qui était sous-chef. Et cela a fait qu'il y a eu donc un bouleversement. Est-ce qu'il a interrogé ce qui s'est passé en 1960, au mois de juin-juillet, quand il y a eu des élections des conseillers et des bourgmestres? Est-ce qu'il a interrogé l'histoire en 1961 où il y a eu deux événements? Le 28 janvier 1961, la proclamation de la République et la démocratie. Et en septembre, le 25, quand il y a eu donc le référendum, qui a donc confirmé que la monarchie était abolie. Il n'a pas interrogé tout ça. Est-ce qu'il a interrogé la date du 1er juillet 1962, quand il y a eu donc l'acquisition de l'indépendance? Voilà, il n'a pas interrogé non plus. Est-ce qu'il a interrogé la date du 1973, le 5 juillet, quand il y a eu le coup d'État? Ça, il n'a pas non plus interrogé la date. En 1990, l'événement qui est arrivé, l'attaque du FPR et la mort de Gissa Guillema, le deuxième jour, et par qui? Et encore avec ses collègues. Est-ce qu'il a interrogé la date de 1993, le 3 août, à la signature des accords d'Arusha? Est-ce qu'il a interrogé l'histoire de 94, le 6 avril, quand l'avion du président Habyarimana a été crashé? Est-ce qu'il a interrogé la date du
de 1996, lorsque le FPR a détruit les camps des réfugiés à Goma, à Bukavu, et a poursuivi les pauvres réfugiés dans les forêts pour les massacrer? Je ne pense pas. Voilà. Donc, si dans sa problématique, il n'a pas interrogé ces dates-là, c'est qu'il y a faute. Il y a donc manquement dans sa recherche. Et là, comme je l'avais dit tout à l'heure, il n'a pas certainement posé une bonne question. Et ce qu'il a posé, il n'a pas donné donc cette réponse qu'on appelle le postulat. Et là, j'ai peur que notre Duclerc n'a pas fait un travail fiable. Voilà, donc, quant à la méthodologie, je pense que le mieux aurait dû de faire ceci, faire, disons, une méthode facile, c'est la méthode qualitative, où il aurait pu interroger 10 à 15 personnes en France, des personnes qui ont fui le Rwanda à cause de l'avancée du FPR, à cause des massacres, à cause de la peur d'être persécutés. Il aurait pu faire la même chose au Rwanda, où il allait interroger aussi une quinzaine de personnes, entre 10 et 15, pour voir si les réponses données par ceux qui se trouvent ici à l'Union européenne, des réfugiés rwandais, correspondent à ce qu'il aurait collecté des Rwandais de l'intérieur. Ça, est-ce qu'il a fait? Je ne pense pas. Voilà. Donc, après s'il n'a pas fait ça, personne ne peut avoir, disons, confiance de ce rapport parce que c'est un rapport biaisé, dans le sens que lui-même affirme ce que quelqu'un de bonne foi ne peut pas affirmer. Les habitants de Masaka qui ont vu la fusée, c'était à 20h23. Ça, très très bien. D'où est parti ce missile? Alors, une autre interrogation. Quand à la Hard Talk à Londres, on pose la question à Kagame, on lui dit, vous aviez déjà signé les accords d'Arusha. Pourquoi avez-vous pris l'option d'abattre l'avion du président? Et qu'est-ce qu'il a répondu? Il a répondu, je m'en fous. I don't care. On était en guerre. S'il avait eu l'occasion, il m'aurait abattu. Voilà. Et alors, Alors, professeur Bakunda Chicharo, vous avez parlé de la méthodologie. Maintenant, avant d'aborder les affirmations du professeur Duclerc, proprement dites, on va peut-être passer la parole à M. Nshimiyimana pour aussi dire ce qu'il pense de l'ensemble pour la période qu'il a voulu aborder, c'est-à-dire la période justement de 90-94 avant le génocide. Après, nous j'allais reviendrons finir. sur les points qui vous ont choqué ou frappé. Il me restait une petite phrase. Mais alors, oui, C'était, abordons ça. oui, c'était que donc, si l'intéressé affirme que lui, disons, il est l'auteur de l'abattage de l'avion, est-ce que celui qui a placé les lance-missiles dans le camp de Kigali, non, de Kanombe, question mark. Donc, là, ça confirme très bien que M. de Klerk est dans une voie de jeu de manipulation, de mensonge, ce qui ne nous conduit à rien. Voilà. Merci beaucoup. Sauf que dans son émission, justement, il invoque une source judiciaire, à savoir le rapport ou le jugement ou l'arrêt pour Trévidis, je crois. Et donc, il a bon dos de dire, voilà, j'ai lu ça dans un rapport des juges, mais il n'a pas parlé des rapports précédents de l'ordonnance Bruguière, par exemple. On y reviendra plus tard. Monsieur Emery Shimimana, dans les déclarations
de notre professeur Duclerc. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé? Et puis après, dans la deuxième partie de notre émission, on parlera des détails. Merci Jean-Marie. Merci pour l'exposé de Pierre Bakunda, qui est très riche. Et moi, quand j'ai été invité dans cette émission, c'était justement de regarder en fait les contours de l'émission qui est passée sur les ondes de la radio France Internationale, animée par un journaliste qui s'appelle Pierre-Édouard Derdic. Dans cette émission, et son invité, c'était justement Vincent Dicler, qui a été le président de la commission sur les affaires du Rwanda, notamment pour la déclassification des archives présidentielles. Alors, moi, je vais me limiter sur l'émission en elle-même et des inexactitudes que j'ai relevées, des contre-vérités et que Vincent Duclerc a évoquées. Et partant de la période 90 jusqu'en 94, Vincent Duclerc, et normalement, quand on passe cette période, il a commencé par parler des événements qui ont eu lieu à partir de 1959, en évoquant la révolution sociale des Hutus. Et là, il a dit que les Hutus ont été aidés par les Belges et ils ont évincé la race Tutsi qui était choisie par le colonisateur, notamment les Belges. Et que dans cette révolution sociale, les Hutus ont organisé des massacres pour prendre les biens des Tutsis. Donc, du coup, à partir de là, et ça a continué dans les années 62, lors de l'indépendance, les années 63, il a évoqué des massacres qui ont continué et qui ont poussé les Tutsis à s'exiler dans les pays limitrophes, notamment l'Ouganda, etc., Tanzanie, et qui sont partis pour devenir des réfugiés. Alors, là où j'ai trouvé dans cette période des mensonges, je dirais des mensonges ou des contre-vérités, c'est là où il a dit que la révolution sociale de 1959 a été une révolution pour prendre les biens des Tutsis. Et ça, je trouvais ça que c'est un mensonge, alors qu'il a oublié que cette révolution sociale de 1959, qui est devenue par plus tard la manifeste des Hutus, a été des revendications sociales que les Hutus voulaient aussi participer dans la gestion des biens du pays. Ça, il ne l'a pas dit. Quand je vais aller plus vite, arrivé en 90, donc il dit que le FPR est né en Ouganda, effectivement, et quand ils ont lancé l'attaque le 1er octobre 90 au Rwanda, encore un mensonge, il dit que le FPR n'a jamais été aidé par l'Ouganda. Là, il le dit clairement que quand ils ont attaqué le Rwanda en 90, qu'il n'y a pas d'aide d'Ouganda et que le mouvement FPR n'était pas un mouvement des Tutsis, que c'était un mouvement des Rwandais dominé par, il y avait un grand nombre de Tutsis, mais qui avait aussi beaucoup plus des opposants au régime du président Habyarimana. Alors, on sait très bien que le Front patriotique rwandais est un mouvement composé en grande majorité des Tutsis et des revendications des Tutsis et pendant l'attaque de 90 est connue de tout le monde. Alors, ça, je trouvais ça que c'est un mensonge, disant qu'il n'y a jamais eu d'aide de l'armée ougandaise ou de Museveni, alors que tout le monde le sait très bien que dans la rébellion du FPR, ceux qui étaient à la tête de la rébellion, notamment Fred Rugisa-Guillema, était naturalisé ougandais. Il était le chef adjoint d'état-major de l'armée ougandaise
Paul Kagame, l'actuel président du Rwanda, il était aussi le chef adjoint des renseignements militaires de l'armée ougandaise. Et ça démontre tout simplement que l'Ouganda a eu une grande part de responsabilité dans l'attaque d'octobre 90. Et puis, quand on écoute les témoignages des ex-compagnons d'armes de Kagame, ceux qui ont fui le pays, notamment celui qui était le chef d'état-major, Kayumba Nyamwasa, celui qui a été tué, et les autres, et aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle, tout le monde le sait que tout l'arsenal qu'ils avaient et tous les aides en armes, en hommes, étaient vraiment des soldats ou des compagnons des compagnies de l'armée ougandaise. Sinon, ça, j'ai trouvé ça que c'était aussi contre-vérité en disant qu'il n'y avait pas d'aide de la part d'Ouganda alors que tout le monde le sait. Alors, quand on avance, et quand il a évoqué le discours de Laborde, juin 90, lorsque François Mitterrand, le président français, a demandé aux chefs d'État africains la démocratisation de leur pays, notamment le Rwanda, le président Habyarimana a ouvert l'espace politique. Mais lorsque lui, dans l'émission, il raconte ça, il dit euh, que le président Habyarimana était un dictateur et il a torpillé cette ouverture. Il ne voulait pas qu'il y ait enfin, des partis politiques et qu'il a été forcé, certes, mais quand même, on le sait tous que pendant cette période des années 92, 91, 92, il y a eu des partis d'opposition au Rwanda et que ces partis d'opposition avaient en fait la liberté de faire des meetings politiques, des réunions politiques, etc., ce qui n'est pas le cas aujourd'hui au Rwanda. Donc, il a omis de dire et de faire un comparatif par rapport à ce qui s'est passé à cette époque et aujourd'hui pour le pouvoir du FPR de Montagny. Alors, on continue encore dans cette émission. Il a aussi dit qu'il a évoqué les accords de paix d'Arusha dans les années en juillet, en août 93, que ces accords ont été initiés par la France, et certes, mais que ces accords ont été par après torpillés par François Mitterrand. Donc, il a poussé les accords de paix et on connaît tous les accords de paix qui ont donné quand même beaucoup plus au FPR, 40% dans l'armée, alors qu'on sait très bien qu'ils étaient 15% de la population, voire 14%. Donc, les accords de paix d'Arusha étaient franchement à l'avantage du Front patriotique rwandais. Et il n'a pas évoqué effectivement que ces accords de paix, c'était un système ou un moyen pour retarder la guerre, parce que à chaque fois qu'il y avait un cessez-le-feu, le FPR n'a jamais respecté le cessez-le-feu. Donc du coup, FPR, son objectif, c'était la prise du pouvoir total par les armes, et ce qui a été le cas justement en 94. Donc du coup, là, il n'a pas attaqué professeur, chercheur, historien, et il a survolé, extrapolé, et il n'a pas tout dit par rapport aux accords de paix d'Arusha. Tout simplement, ce qu'il a chargé le gouvernement français et le président François Mitterrand, d'où le titre de l'émission. Et François Mitterrand est la raison d'État. Donc, je rappelle aussi que dans cette émission, donc, il présentait le nouveau livre qu'il a écrit, le livre qui s'intitule La France face au génocide des Tutsis, le grand scandale de la Ve République. Donc, dans cette émission, il s'agissait justement ce livre-là qu'il a sorti. Et puis, on lui a posé aussi des questions par rapport au rapport d'Hitler, par rapport aux archives et aux conclusions de ce rapport. Mais en gros, c'était en fait la présentation de ce livre, parce qu'il a dit que même quand on fait un rapport, mais
quand on est chercheur, donc c'est toujours, il faut toujours épuiser et aller chercher jusqu'à ce qu'on trouve la vérité. Alors, lorsque j'évoque la vérité, et je reviens sur euh, l'extrait du discours du président français Emmanuel Macron, lorsque en mai 2021, il s'est rendu au Rwanda. Donc, on a passé un extrait du discours où le président français a reconnu des responsabilités lourdes et accablantes. Mais dans cette émission, François Vincent Duclerc reconnaît lui-même que avant d'accepter la mission de présider la commission, donc il avait demandé à ce que, en fait, présider cette commission, il y avait des conditions. Parmi les conditions, c'est d'accepter de partir sur des bonnes bases pour rétablir les relations diplomatiques entre les deux pays. Vous savez que depuis 2015, je pense, il n'y avait plus d'ambassadeurs au Rwanda. Donc là, ce qui m'a fort étonné, c'est là où il a dit, donc il fallait reprendre, installer de nouvelles relations basées sur la seule vérité. Il a bien dit la seule vérité. La seule vérité, donc, il faut une seule vérité. La seule vérité, c'est la vérité des rescapés du génocide des Tutsis. Et ça m'a fort frappé. Je dis que, donc, si il y a d'autres vérités, notamment le Rwanda n'est pas habité que par, ou la population rwandaise n'est pas constituée que par des Tutsis. Il y a des ethnies, Hutus, Tutsis, toi, mais qu'il fallait absolument se baser sur cette seule vérité. Et ce qui m'a étonné en tant qu'historien et chercheur, qu'il faut se baser que sur la seule vérité, qui est celle des rescapés du génocide. Si vous écoutez très bien ce qu'il a dit, il l'a bien souligné, je l'avais souligné, ça, pour remettre en place justement la reprise des relations diplomatiques. Et ça m'a fort étonné en tant que chercheur. Donc, on avance, on arrive à 94, le 6 avril, lorsque l'avion du président Abiyarimana a été abattu par des missiles en provenance d'où. Il dit qu'il ne sait pas, mais il se réfère, comme Jean-Marie l'a dit, sur le rapport de Trevidic et Pou, mais sachant que ce n'est pas que Trevidic et Pou qui ont commencé à enquêter sur l'attentat de l'avion présidentiel. Je rappelle que dans l'avion du président, il y avait deux chefs d'État qui ont été tués avec leur équipage. Et donc, on se dit, en tant que chercheur historien, pourquoi il s'est référé que à la dernière enquête, sachant qu'il y avait une enquête qui a été menée par Jean-Louis Bruguière, qui était un juge antiterroriste qui est reconnu en France et il n'a même pas osé ou cherché à jeter un coup d'œil, à fouler son nez pour essayer de trouver exactement ce qu'il en était. Donc, il y a des thèses qui se confrontent. Il y a la thèse des extrémistes Hutus, il y a la thèse du FPR. Mais lorsque, en 2024, on fait une enquête, ou on fait un rapport, ou on fait des recherches, des historiens et des chercheurs universitaires en 2021, parce que le rapport, je crois qu'il a donné son rapport au président le 26 mars 2026, avec tout ce qui s'est passé à partir de 90 jusqu'à 94, et bien jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas comprendre comment un chercheur de son niveau n'a pas essayé ou n'a pas voulu aller et creuser, fouiller et fafouiller partout pour connaître la vraie vérité de ce qui s'est réellement passé. Il dit que le FPR n'avait pas de moyens et ne pouvait même pas, c'est dans l'émission, d'acheminer ou d'avoir ces missiles. Alors que lorsque on regarde
le rapport de Bruguière, on connaît la traçabilité des missiles qui ont abattu l'avion du président Abiyarimana. Donc, ça a été acheté par l'armée ougandaise en Russie, et cette traçabilité est connue. Et puis, sachant qu'au Rwanda, il n'y avait même pas de lance-missiles, sachant qu'au Rwanda, il n'y avait même pas des militaires qui étaient formés pour ce genre d'armement. Et puis, le chercheur, l'historien, n'a pas voulu aller chercher pour que au moins le Rwanda puisse connaître la vraie vérité. Cette vraie vérité, c'est la vérité qu'il a lui-même dit. Donc, pour reprendre les relations diplomatiques entre nos deux pays, il faut se baser sur la seule vérité, celle des rescapés du génocide. J'ai trouvé ça scandaleux. Donc, du coup, quand on avance, on voit que Vincent Duclerc a eu une mission. Sa mission, c'était une mission politique de remettre en place donc, la seule vérité du FPR parce que quelques 2 mois après, il a amené lui-même le rapport à Kagame. Je crois que c'était le 9 avril 2021. Et donc, on voyait entre-temps qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, il prend le rapport, c'est lui-même qui l'amène voir Kagame, il s'incline. Et puis, vous savez, toute personne intellectuelle, chercheur, historien qui ose faire ses recherches pour connaître la vérité de ce qui s'est passé réellement au Rwanda, il se heurte toujours sur la force du FPR et les sponsors du FPR. Donc, du coup, j'ai continué dans l'émission où ce monsieur Vincent Duclerc a complètement, dans toutes les missions, jusqu'à ce qu'il a dit que les recherches continuent, ce n'est pas le dernier livre qui sort, et ça va continuer, que donc celui, en tant que chercheur et historien, ce qu'il voulait, c'est d'aller fouiller, chercher, jusqu'à ce qu'il trouve la vérité, la réalité de ce qui se passait, ce qui n'ont pas été. Donc, et il explique aussi que il a eu la chance, quand il a fait son livre, d'accéder aux autres archives qui étaient classifiées, mais qui ont été déclassifiées. Donc, il a eu cette chance. Mais il n'explique pas exactement ce qu'il a trouvé. Parce que je pense qu'il n'a pas trouvé que des faits qui relatent que les événements, qui regardent qu'une seule partie. Donc, là, moi, j'ai vu que dans ces travaux, il y a eu autant d'omissions parce qu'il ne parle en aucun cas les crimes commis par le FPR, parce que quand on prend la période de 90, quand le FPR attaque le Rwanda, on sait tous que la partie qui était occupée par le FPR a commis des crimes ignobles, des crimes de guerre, des crimes, des actes de génocide. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est des rapports qui sortent du jour en jour, et Jean-Marie est mieux placé pour le savoir, mais pendant cette période, le FPR a commis des crimes. Mais dans ces, dans ces archives qui ont été déclassifiées, je pense, parce qu'il est en train de charger le président français François Mitterrand avec la raison d'État, je pense qu'il aurait trouvé, de mon point de vue, des endroits où, dans ses carnets, où François Mitterrand avait noté ou avait écrit que le FPR était en train de commettre des crimes de guerre, des crimes de génocide contre la population hutu du nord du pays où la partie où le FPR occupait. Donc là, il ne le dit pas. Moi, je trouve que dans ces analyses, Vincent Duclerc ne traite pas ça, et il le fait sciemment pour ne pas fâcher l'autre partie. Pour terminer,
moi, je dirais, quand je l'écoutais, j'ai révisionné 2 ou 3 fois l'émission, mais je me disais, qu'est-ce qui se passe? Donc, quand je l'attendais, je pensais, dans ma tête, je me disais, est-ce que c'est un Français ou c'est un Rwandais? Ça m'a donné, ça m'a ramené au discours que nous attendons tous souvent du docteur Bizimana, Jean Damascène. Exactement. C'est ce que moi j'ai retenu, que c'est un partisan du FPR qui ne fait que charger l'autre parti. En plus, il dit globalement que les tueries qui ont eu lieu en 92, depuis 59, 62, 63, et jusqu'en 94, tout ce qui s'est passé ont été commis par les Hutus. Donc, il parle les Hutus globalement, il ne parle pas même des Interahamwe. Je ne pense pas que dans les rapports ou dans les archives, il n'a pas rencontré quelque part où est mentionné le mot Interahamwe. Lui, il ne mentionne pas Interahamwe, autrement dit, pour distinguer globalement les Hutus des Interahamwe, il parle des Hutus en général, que ce sont des criminels, des, des tueurs, etc., etc. C'est là où ça m'amène à dire, cet homme, c'est un homme qui déjà prend parti, d'où ma conclusion, c'est un rapport et un rive qui est partial et partiel. Partial parce que il prend une partie, partielle parce que il ne va pas en profondeur dans ses recherches pour voir l'autre partie notamment qui est le FPR et avec ses crimes. Voilà en gros ce que moi j'ai retenu dans cette émission. Et ça m'a indigné, bien évidemment, et ça m'a indigné de voir un chercheur, un historien qui dit que pour rétablir les relations diplomatiques, il faut se baser sur la seule vérité, qui est la vérité des rescapés. Voilà. Et puis autre chose, c'est que le président, dans le petit extrait qu'ils ont passé, et Emmanuel Macron aussi dit des choses, des inexactitudes, en disant que même Vincent Duclerc le dit aussi, hein, il dit que le génocide a été préparé, planifié, etc., etc. Que ce soit lui, que ce soit dans le discours d'Emmanuel Macron, donc les deux, ils disent la même chose, que ça a été planifié, préparé, etc. Alors que le tribunal pénal international pour le Rwanda à Arusha n'a jamais démontré la planification de ce génocide. Et donc, moi, je dis que ça a été un rapport politique commandé par le président, ne fût-ce que pour rétablir les relations diplomatiques et derrière tout ça, des intérêts français dans la région, parce que la France n'avait plus la force dans cette région. Donc, il fallait passer par la petite porte pour en arriver là. Merci. Merci beaucoup. Alors, comme le président Macron avait dit, ceux qui ont traversé la nuit sont les seuls à pouvoir la raconter. Effectivement, il dit, selon M. Duclerc, qu'une partie des Rwandais avoir traversé cette nuit de tragédie, ce qui est déjà fort à l'avance, mais vous avez mis le point en fait sur l'essentiel, c'est-à-dire montrer, pour moi, la conclusion générale, c'est que le professeur Duclerc n'était pas indépendant. Il n'était pas indépendant, il n'est pas indépendant et ça va de mal en pire aujourd'hui. Il est devenu carrément un militant du FPR, hein, du régime de Kigali. Ça se voit dans toutes ses affirmations, c'est vraiment péremptoire et il ne fait plus de recherche. Il a fini de faire ses recherches, des recherches d'ailleurs qui découlaient d'une raison d'État. Là aussi, il faut le dire. Il accuse Mitterrand d'avoir agi selon les raisons d'État. Mitterrand, au moins, était chef d'État. Il avait le droit de ne s'occuper que des raisons d'État. Le reste, ce n'était pas sa mission. Alors, je vais projeter avec vous la lettre de mission que le président Macron avait confiée, justement, avait adressée au professeur Duclerc et à son équipe, pour démontrer que de toute façon, ce chercheur, professeur, était enfermé déjà
Il ne pouvait pas sortir de la mission qu'on lui a. Ceux qui suivent cette émission ne doivent pas penser que c'est un professeur qui a initié des études comme le professeur Bakundi Chicharo le fait quand il écrit ses livres. Eh bien, je vais vous projeter la lettre de mission que Macron, le président de la République française, a adressée au professeur Duclerc. Vous verrez vous-même qu'en fait, il n'y avait rien il n'y avait que, voilà, vous devez faire ceci. Vous devez arriver à tel résultat. Dès le départ déjà, on savait ce qui allait sortir de ce rapport. Et je vais lire rapidement. Alors, lettre du président de la République adressée le 5 avril 2019, ça date quand même de 5 ans maintenant, à M. Vincent Duclerc. Monsieur le professeur, le 7 avril 2019, la France commémorera aux côtés du Rwanda le 25e anniversaire du génocide des Tutsis. En 100 jours, cet événement tragique que la communauté internationale n'a pas su empêcher faisait près d'1 million de victimes. Déjà, il affirme 1 million de victimes, parce que le FPR dit ça, après presque 20 ans, après ces atrocités-là, le FPR a changé progressivement de nom. Aujourd'hui, s'il écrit 1 million de victimes, eh bien, le FPR va l'attaquer, parce qu'aujourd'hui, c'est 1 500 000 qu'ils disent. La France a toujours veillé à honorer le souvenir des victimes et à saluer la dignité des survivants, ainsi que la capacité de réconciliation du peuple rwandais. C'est une bonne chose, mais est-ce que le peuple rwandais est réconcilié déjà? C'est pourquoi je dis que ce sont des affirmations péremptoires, déjà à partir de la lettre de mission. Alors le président continue, je souhaite que ce 25e anniversaire marque une véritable rupture dans la manière dont la France appréhende et enseigne le génocide des Tutsis, tourné vers une meilleure prise en compte de la douleur des victimes et des aspirations des rescapés. Vous voyez, déjà le président enferme le professeur dans un carcan où la solution, où le résultat de la recherche est déjà trouvé. Donc le professeur Duclerc ne peut pas sortir de cette ligne-là. C'est pour permettre à la France et au Rwanda de se réconcilier et que l'engagement de la France soit pris en compte. Conformément à l'engagement que j'avais pris le 24 mai 2018, lors de ma rencontre avec le président Paul Kagame à Paris, je tiens à ce que le génocide des Tutsis prenne toute sa place dans notre mémoire collective, c'est-à-dire dans la mémoire collective de la France. Une bonne chose. Et si la mémoire pouvait être la mémoire de tous les Rwandais, ce serait encore mieux. Alors il poursuit. Cela doit passer d'abord par un approfondissement de notre connaissance et de notre compréhension de cette entreprise terrifiante de destruction humaine en vue de son enseignement en France et de l'éducation à la vigilance des jeunes générations. Bonne chose. Sauf qu'une fois encore, le professeur a une mission bien difficile. Il sait déjà que s'il se détache de cet objectif, eh bien, il aura perdu, il aura mal rempli sa mission. Alors, la mission d'étude sur la recherche et l'enseignement des génocides et des crimes de masse que vous avez présidé dans le passé en a posé les premières pierres avec la décision prise d'inscrire le génocide des Tutsis au programme des classes de terminale. Rappelons ici que le professeur Duclerc, lorsqu'il a commencé à parler de sa mission, a avoué qu'il connaissait très peu le Rwanda et les événements du Rwanda de 1994. De la même façon que dans l'étude que cite le président Macron, lorsque M. Duclerc parlait des génocides de la région des Grands Lacs pendant les 30 dernières années, il avait oublié de citer les massacres de 72 au Burundi. Il ne connaissait pas. Rien ne s'est passé en 72, alors qu'en 1972, le gouvernement de Michombero avait assassiné plus de 300 000 Hutus. Pour lui, c'était un non-événement, c'est un détail de l'histoire. Voilà notre professeur à qui on confie maintenant de faire l'histoire du Rwanda. Cette étape était importante. Elle doit maintenant être accompagnée d'un travail consacré à l'étude de toutes les archives françaises concernant le Rwanda entre 1990 et 1994. Déjà là, tout est exclu,
si ce n'est pas, si ça ne provient pas des archives françaises, ça n'a aucune importance historique. Ça aussi, c'est une grosse erreur. Parce que dans cette guerre du Rwanda, il n'y avait pas que la France. Il y a d'autres archives qui doivent être considérées pour connaître la vérité. Voilà. Alors, il y a autre chose. Il continue, donc cette étape était importante. Les archives françaises pour la période 90 à 94. Donc, pour les archives d'avant, ça n'a pas d'importance. J'entends confier cette tâche à une commission de chercheuses et de chercheurs français dont vous assurez la présidence. Cette commission aura pour objectif de consulter l'ensemble des fonds d'archives françaises, encore une fois, relatifs à la période pré-génocidaire et celle du génocide lui-même. De rédiger un rapport qui permettra d'offrir un regard critique d'historien sur les sources consultées. Regard, juste un regard, pas de recherche. D'analyser le rôle et l'engagement de la France au Rwanda au cours de cette période, en tenant compte du rôle des autres acteurs engagés au cours de cette période. Si on ne consulte pas les autres archives, ça n'a aucune sorte d'importance. De contribuer au renouvellement des analyses historiques sur les causes du génocide des Tutsis profondes et plus conjoncturelles. Et comme mes deux invités l'ont dit, c'est comme si le Rwanda, tout d'un coup, était, à l'époque, habité par les seuls Tutsis. Donc, sur les causes du génocide des Tutsis, tout ce qui est arrivé au Batwa, au Bahutu, ça n'importe pas au président. Profonde et plus conjoncturelle, c'est ça, ainsi que sur son déroulement, le déroulement du génocide des Tutsis, en vue d'une compréhension accrue de cette tragédie historique et de sa meilleure prise en compte dans la mémoire collective, notamment par les jeunes générations. C'est là vraiment que le président Mitterrand a commis une grande injustice de considérer que le Rwanda, c'est les Tutsis seulement. Et ça, c'est inacceptable. On compromet les populations du Rwanda qui ne sont pas Tutsis. C'est-à-dire que tout ce qui leur est arrivé, les massacres qu'ils ont subis. Vous avez parlé de Mitterrand ou d'Emmanuel Macron? Non, je parle de la mission de Macron. Oui. Voilà. Ce rapport devra être achevé dans un délai de 2 ans, sous la forme d'un rapport qui sera rendu public. Donc, pour remplir votre mission, vous serez soumis, ainsi que les autres membres de la commission, à titre exceptionnel, personnel et confidentiel, à une procédure d'habilitation d'accès et de consultation de l'ensemble des fonds d'archives français concernant le Rwanda entre 90 et 94. Archives de la présidence de la République, du Premier ministre, du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, du ministère des Armées et de la mission d'information parlementaire sur le Rwanda. Tout ça est délimité à l'avance. Vous pourrez vous appuyer sur les moyens que mettront à votre disposition les ministères concernés. Ministère des Armées, ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, ainsi que les services d'archives des différentes institutions concernées, avec tous mes voeux de succès dans l'accomplissement de cette mission d'importance. Je vous prie d'agréer, monsieur le professeur, l'expression de ma considération distinguée. Alors ici, je vais faire un petit commentaire sur notamment cette période, les archives. Une fois encore, je dis que c'est une erreur déjà d'approche, comme monsieur Bakonde Chichalo l'a dit. Les archives françaises ne sont qu'une infime partie de ce qui s'est passé dans notre pays, le Rwanda. Parce qu'il y a aussi d'autres pays, il y a l'Ouganda, d'où sont venus les criminels du FPR. Il y a les États-Unis qui ont accompagné le FPR. Il y a la Grande-Bretagne qui a beaucoup soutenu l'armée du Front patriotique rwandais. Il y a même les archives rwandaises autres que celles du FPR. Personnellement, lorsque la mission venait d'être lancée, j'ai contacté le professeur Duclerc, parce que je dois rappeler que j'ai été ambassadeur du Rwanda pendant toute la période considérée par M. Duclerc en ses recherches et ses enquêtes, c'est-à-dire de 90, exactement en octobre 90, je suis arrivé
jusqu'en juillet 1994. Et j'ai dit au professeur Duclerc que j'étais en possession de plusieurs archives et que j'étais prêt à aller en parler pour équilibrer un peu. Le professeur Duclerc a refusé ma proposition. En revanche, il a accordé des heures et des heures de témoignages à des militaires ou des civils français qui ne connaissaient pas le Rwanda avant juin. Il y en a un qui a dit dans un livre qu'il a découvert le Rwanda sur la carte de l'Afrique en juin 1994 lorsqu'il partait dans le cadre de la mission turquoise. Avant, il ne connaissait pas, il ne savait même pas qu'un pays qui s'appelle le Rwanda existait. Celui-là, c'est lui qui a donné notamment beaucoup d'éléments au professeur Duclerc pour dire que le missile qui a été tiré sur l'avion du président Habyarimana ne pouvait pas être tiré de Masaka parce qu'il est spécialiste des... Voilà. Donc, ouais, c'était parti dès le départ pour exclure toute archive pouvant changer l'orientation unilatérale de la démarche du professeur Duclerc. Déjà, cela, il faut savoir que ça démontre clairement quand même que le professeur Duclerc n'a pas été objectif. Il avait une mission précise et l'objectif c'était de recoller les morceaux entre la France et le Rwanda. Le président Macron avait fait des promesses au président Kagame, il le dit dans sa lettre de mission. La mission, pour la remplir, il a désigné un professeur qui ne connaissait pas le Rwanda et qui était enfermé, qui devait suivre un tunnel sans regarder ni à gauche ni à droite. Et le tunnel a débouché sur un rapport tout à fait biaisé, partiel, comme M. Chimiman l'a dit. Et vous comprenez que pour nous, ce rapport a fait des dégâts et a même créé un gouffre au niveau de la réconciliation du peuple rwandais. C'est un rapport qui détruit presque définitivement, parce que ça vient de la France, ça vient d'un professeur qui n'a rien compris, qui voit tout selon le schéma que le président de la République lui a tracé. Et voilà. Donc c'est l'avis de la plupart des gens que j'ai consultés, et y compris d'ailleurs des Français qui connaissent le Rwanda et qui vivaient au Rwanda pendant cette période. Alors, professeur Bakundi Chicharo, est-ce que vous auriez encore des commentaires à faire sur un élément donné précis de ce rapport, de cette émission plutôt? Vous avez la parole maintenant, vous pouvez vraiment parler librement, sortir de la méthodologie et parler des faits. Ben, écoutez, ce que je peux dire, c'est que la France s'engouffre dans des situations où il est difficile disons, de l'aider à, n'est-ce pas, à laisser les choses qu'elle ne comprend pas et puis même prendre n'est-ce pas, les cas, la distance, parce que c'est une situation qu'elle ne maîtrise pas. Et moi, je me mets à la place de Monsieur Juppé, de Monsieur, comment il s'appelle encore, ce qui était ministre des Affaires étrangères à l'époque, là, le Mitterrand, Juppé et puis Védrine après. Védrine, voilà. Les deux, ils doivent être déçus par ce comportement parce que c'est pas comme ça que ça se fait. Et même la diplomatie, c'est pas comme ça. La plus grosse erreur, même si on veut passer par le Rwanda pour aller chercher les richesses en RDC, ce n'est pas de faire, disons, comment dirais-je, le Rwanda sans même connaître exactement de quoi il s'agit. Je prends l'exemple, pour se réconcilier avec le Rwanda, était-il nécessaire de prendre Madame Mushikiwabo comme responsable de France-Afrique, étant donné que le Rwanda avait suspendu l'usage du français? Donc là, c'est aussi une question qu'on peut
s'opposer. Autre chose, la France n'a pas colonisé le Rwanda. C'est la Belgique qui avait en fait la charge de gérer le Rwanda jusque, disons, l'accompagner à son indépendance. Que veut la France, hein, dans cette région-là? Hein, n'est-ce pas? C'est là où on peut se poser la question parce que ce n'est pas parce que les Américains se bousculent là-bas, ce n'est pas parce que les Chinois, les Russes se bousculent dans la région des Grands Lacs que maintenant le Rwanda devient aussi un pont tournant pour tous les pays qui convoitent l'Est de la République démocratique du Congo. Donc c'est là où on peut se poser des questions. Euh, le sérieux de ces États occidentaux, enfin, moi je me dis, ce n'est plus comme à l'époque où il y avait donc des dirigeants qui pouvaient, disons, se dire, nous allons agir, mais nous n'allons pas nous ingérer dans les affaires d'autres pays en utilisant donc des magouilles pareilles. Donc là, honnêtement, je constate que la France est en train de perdre pied, oui, en Afrique de l'Ouest, mais tout en essayant de se rattraper dans la région des Grands Lacs, tout en évinçant effectivement la Belgique qui connaît bien la région, parce que ça, c'est le précaré belge. Hein. Si la Belgique avait fait donc de tels agissements, on n'allait pas, disons, trop en discuter. Mais la France veut le Rwanda. Vous savez que le Rwanda a été quand même très dur vis-à-vis de la France. Le Rwanda a chassé la France. Le Rwanda a détruit le centre culturel franco-rwandais qui était donc là à côté au rond-point. Qu'est-ce que vous voulez donc se réconcilier? Je veux bien, mais ce n'est pas de cette manière. Et, la fois dernière, quand le président français était à Kigali, on lui a posé une question. Monsieur le Président, il y en a qui disent qu'il y a eu deux génocides. Eh bien, il a dit non, il n'y a eu qu'un seul génocide. Mais ça s'est quand même allé trop vite. Hein? Et je crois que la sagesse nous inspire que, avant de répondre à une telle question, on peut d'abord se dire, écoutez, je vais m'informer, savoir la vérité. Déjà, j'avais un âge, j'avais 16 ans, voilà, quand ça s'est produit. Mais lui, il s'est avancé et a déclaré à haute voix, il n'y a eu qu'un seul génocide. Bon, euh, quand même il y a eu des génocides au Rwanda. Il y a eu des génocides parce que c'est en commençant par le 1er octobre 90 jusqu'à en 94, hein, et Byumba a été dévasté. Byumba a été quelque peu, comme disait l'autre là, qu'ils avaient une machine qui tue et n'ont pas épargné les enfants, les mamans, les papas, tout. Ils ont tué. Alors, qu'est-ce qui est plus qu'un génocide dans ce sens-là? Hein? Et on peut parler de Kibéro, on peut parler des religieux là, Gachulazo, hein, Gakulazo. On peut parler des camps de Mugunga, enfin, de Goma, de Bukavu. Tout ça, ce sont quand même des persécutions, des massacres bien prémédités qui sont considérés comme des génocides. Eh bien, alors, comment est-ce que le gars ne pouvait pas dire ça, c'est du ressort des hommes qui ont fait le droit, moi, ce n'est pas mon domaine, bon, on pourra éventuellement y revenir, mais dire il n'y a eu qu'un seul génocide, c'est se prononcer vraiment anticipativement et de manière, je dirais, maladroite, je regrette. Voilà. De manière maladroite et surtout partiale, parce que effectivement, le président Macron ne peut pas prétendre mieux connaître les événements du Rwanda que nous tous qui les avons vécus. Il a cité le fameux adage qui dit que celui qui a traversé la nuit est le seul à pouvoir la raconter. C'est vrai, mais lui ne l'a pas traversé. C'est ceux qui prétendent l'avoir traversé alors qu'il n'était même pas au Rwanda. Vous avez cité
C'est M. Chimimana qui a cité le docteur Bizimana, ministre de l'Unité nationale aujourd'hui, qui détruit l'unité nationale tous les jours. Eh bien, ce que le professeur Duclerc fait semblant d'oublier, parce qu'on lui a dit de le faire, d'oublier, c'est que le Rwanda est constitué de plusieurs peuples. Les majoritaires, le peuple majoritaire au Rwanda, ce sont les Hutus. Viennent ensuite les Batutsi, qui étaient en tout cas à l'époque 15%. Et puis les Batwa, c'est un peuple aussi qui existe, qui avait environ 1% ou un peu moins. Or, dans une sorte de recherche, parce que franchement, il y a, comme vous l'avez dit, la méthodologie est mauvaise, on ne parle pas du Rwanda, on parle des Tutsis. C'est très grave, on ne peut pas faire mieux pour diviser un peuple. On ne peut pas faire mieux pour aller contre les aspirations d'unité de tous les Rwandais. Quand vous voyez exclu de toute recherche, lorsqu'à l'avance, on dit que vous avez été massacré et que ce n'est pas grave, de toute façon, même du temps des Belges, vous étiez méprisé. Le professeur Duclerc a dit que les Tutsis, c'était la classe supérieure qui, voilà, et les Hutus, ils étaient méprisables. Il est allé très très loin dans ses déclarations. Très très loin, trop loin. Je pense en fait que ce qu'il faut que les Rwandais puissent faire et doivent faire, c'est de réagir à tous les coups et signifier au professeur Duclerc que les Rwandais qui aspirent à l'unité n'ont pas apprécié ces déclarations, qui étaient insultantes. Insultantes à l'égard du peuple rwandais dans sa globalité, et même, je dirais, insultantes à l'égard des rescapés. On leur dit, vous êtes beaux, vous êtes... Bien sûr que tout le monde est beau, mais les victimes rwandaises ne sont pas que les victimes des seuls Tutsis. Il faut qu'on parle de tout le Rwanda ou qu'on aille s'occuper de la Bretagne ou d'une autre région de France, qu'on fasse des recherches sur la France, mais qu'on ne vienne pas mentir sur le Rwanda. Le Rwanda n'est pas constitué que de Tutsis. Ça, c'est clair et net. Et nous avons reçu d'ailleurs plusieurs messages de compatriotes Bahutu Batutsi qui nous disent, mais ce professeur a exagéré. Il a exagéré. Effectivement, comme vous l'avez dit tous les deux, il y a eu quand même, à partir de octobre 1990, des massacres de grande ampleur dans la préfecture du Nord, Byumba, et puis ensuite Ruengeri, Gisenyi, Kibungo, et partout, Kigali, et jusqu'à Rusizi. Le FPR ne fait que tuer surtout, essentiellement, des Bahutus, des Hutus, mais aussi beaucoup de Tutsis qui ont laissé la vie. Des exemples existent. Nous avons aujourd'hui des Tutsis qui sont en prison au Rwanda, tout simplement parce qu'ils ont dit que le FPR avait massacré leurs parents. Ça, le professeur Duclerc ne le sait pas. Et il ne le saura jamais. De toute façon, il ne voudra jamais le faire. Et l'élément qui est consécutif, évidemment, à la projection de la lettre de mission que je viens de vous présenter, c'est aussi que ce que M. Chimiman a souligné, le fait que le chercheur missionné par la France, donc par l'État français, raison d'État. Après avoir rédigé son rapport, il est allé, le fait qu'il soit lui-même allé à Kigali pour le présenter avec génuflexion presque au président, au dictateur génocidaire Paul Kagame. Ça, c'était choquant. Il n'avait pas, le professeur Duclerc n'était pas l'obligé de Kagame. Il devait présenter son rapport au président Macron et stop. Basta. Il est allé à Kigali, il est retourné à Kigali. Aujourd'hui, il est reçu comme un prince à Kigali. Alors, un autre élément qui montre vraiment que M. Duclerc est allé trop loin. Il parle de l'ambassadeur Antoine Anfray. Antoine Anfray, c'est l'actuel ambassadeur à Kigali. Il pleure sur son sort lorsqu'en 1992, je crois, il a été muté, il a été changé de service, il a quitté les affaires étrangères. Moi, j'ai connu le jeune Antoine Anfray lorsqu'il était rédacteur, effectivement, au ministère. Je m'étais rendu compte, comme tout le monde,
qu'il travaillait quelque part en faveur du FPR. Parce que dans tout ce qu'il disait, quand j'ai eu plusieurs entretiens avec lui. Il n'était pas le directeur du service Afrique, mais souvent, le directeur me disait, voyez Antoine Enfray, il connaît un peu la région parce qu'avant de venir au ministère, il était à Kampala. Comme jeune conseiller d'ambassade ou secrétaire d'ambassade, je ne sais plus, il était très jeune. Hein. Eh bien, M. Enfray avait un parti pris évident. Et il était fanatique de Museveni, il défendait. Ça, c'est pendant la guerre. Hein. Et donc, pour M. Duclerc, M. Antoine Enfray était un homme clairvoyant, si clairvoyant que même le président Macron en a parlé publiquement. Il a dit que les quelques esprits libres et clairvoyants qui avaient tout compris, eh bien, on les a fait taire. Il parlait d'Antoine Enfray. Et aujourd'hui, le chercheur Duclerc, professeur en France, se permet de dire, ah oui, Antoine Enfray, il a été en fait récompensé, et il a été réhabilité. Il a utilisé le terme réhabilité. On a réhabilité Antoine Enfray qui avait quitté les affaires étrangères et il a été nommé comme ambassadeur au Rwanda. Il n'a pas été réhabilité puisqu'il était déjà ambassadeur, il venait du Niger où il était ambassadeur avant d'être expulsé de ce pays. Et il ajoute même que oh, il fait du très bon travail à Kigali. Vous imaginez un professeur qui vit en France, qui va donner son appréciation. S'il devait le coter, ce serait élite. Hein. Qu'est-ce qu'il a à dire quand un ambassadeur de France qu'il ne connaissait ni d'Adam ni d'Ève, qu'il a découvert dans les archives? Qu'est-ce qui permet au professeur Duclerc d'aller dire que Antoine Enfray fait un excellent travail au Rwanda? Vous voyez déjà, ça c'est. Vous savez, on se trahit facilement en fait quand on est missionné pour. Et aujourd'hui, effectivement, tout le monde sait que l'ambassadeur de France, même à Kigali, tout le monde le sait. À un moment donné, il avait même avoué que l'armée française serait intervenue pour aider les phares à commettre le génocide, dans une émission que nous avions à l'époque décortiquée. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. On ne peut pas tout expliquer ni tout critiquer en une seule émission. On n'est pas là pour critiquer seulement, mais pour évaluer aussi parce que ça nous concerne. Monsieur Duclerc parle de nous. Et il a tracé sa ligne. À gauche, il y a les mauvais. À droite, il y a les bons. Et pour Vincent Duclerc, les mauvais, ce sont les Hutus. Il le dit à chaque phrase qu'il prononce, les Hutus. Monsieur Voilà. Ndeximana, Ndeximana, euh, je pense que il y a un mot qu'on appelle lavage de cerveau. Quand on parle de M. Macron qui va parler en proverbe rwandais transformé en français, qui lui a appris ça? Divalouarirai, pas? Mais voilà, donc ils sont dans une situation de manipulation, de manipuler. Et là, je pense que ça, c'est la force du FPR, comme ils peuvent manipuler n'importe qui. Vous voyez. Alors, comment se fait-il que un chef de l'État, hein, n'est-ce pas, tombe dans une situation, disons, je dirais aussi bas, parce que ceux qui le manipulent se moquent de lui. C'est ça mon problème. Voilà. Donc, quiconque se laisse manipuler par les gens, disons, auxquels il devrait répliquer, même parce qu'il y a un philosophe français qui a dit penser, c'est dire non, il aurait pu, et même le professeur, ils auraient pu dire, mais pourquoi ils nous embarquent dans ce système de mensonges, de manipulation? Et là, je pense que, honnêtement, c'est se ridiculiser devant les petits. N'est-ce pas? Je me rappelle, hein, je donnais cours à l'université comment on appelle encore, de Marbourg, en Allemagne. Et là, j'enseignais euh,
la résolution des conflits comparés. Donc, l'Afrique du Sud, l'Irlande du Nord et le Gacaca au Rwanda. Donc, un parallèle, donc, et les étudiants, il y a eu deux étudiants qui m'ont dit, nous, on va en Ouganda, puis après, on va essayer de faire un petit tour au Rwanda pour nous rendre compte. Et voilà. Et quand ils ont été au Rwanda, ils ont été manipulés. Ils ont été même dissociés. Tout ce on a démonté en fait leur cerveau, on a mis d'autres choses. Et quand ils sont revenus, ils m'ont dit, mais écoutez, là, on nous a dit les choses autrement. Vous voyez? Et voilà. Donc, il y a des maîtres dans la manipulation au Rwanda. Voyez-vous? Hein? Quand on vous dit l'avion du président de Habyarimana a été descendu par sa femme et des extrémistes, hein? Le FPR n'a rien à faire avec ça. Ça, c'était un mensonge, grotesque mensonge. Hein? Donc, c'est là où on peut se dire, ceux qui ne connaissent pas ces gens-là, franchement, ils peuvent se tromper. Et ce sont des sacrés. Ils travertissent donc la vérité et puis vous tombez dedans et voilà, et c'est comme ça. C'est des grands manipulateurs. Hein. Voilà. Très bien. Ce que je vais faire, hein, puisque j'ai essayé de retranscrire l'ensemble de l'interview, on va diviser ça en parties et dans plusieurs émissions, on va analyser point par point. Parce qu'il y a tellement d'affirmations faciles et erronées, plutôt, enfin, volontairement, hein, explicitement erronées, que dans une émission comme celle-ci, on ne peut que aborder ça de manière générale. Parce que il s'agit d'un narratif inacceptable. C'est un narratif qui est contraire à la vérité, c'est un narratif mal intentionné, qui est un narratif déformé. On a tout déformé de l'histoire du Rwanda. Aujourd'hui, les gens qui entendent parler du Rwanda penseront qu'il n'y a qu'un seul peuple dans ce pays, un peuple d'élite supérieure, et les autres qui sont, comme d'ailleurs Kabarebe, le général rwandais, l'avait dit un jour, en parlant des Hutus, il dit, bah, ils vont voler les maisons des Batwa, des Pygmées. Et le professeur Duclerc utilise exactement, M. Chiniman l'a dit, la même expression. Il dit qu'en 1959, ce n'était pas une révolution, hein, ils ont tué les Tutsis juste pour voler leurs vaches et leurs biens. Leurs biens. Vous vous rendez compte? Donc, d'un côté, c'est bien, il faut plaindre les victimes. Moi, je suis un de ceux qui se sont battus pour porter secours d'une manière ou d'une autre aux victimes, mais pas oublier les autres victimes. Je voulais rajouter autre chose Oui. pour étayer effectivement les mensonges du professeur Vincent Duclerc, en l'occurrence. Donc, dans cette émission, parce qu'il présentait son livre, La France face au génocide des Tutsis, le grand scandale de la Ve République. Il y a un endroit où parce qu'il présentait son livre, il y a un endroit là où il a dit ceci. Son nouveau livre apporte de nouveaux concepts, non seulement pour démontrer, pour faire comprendre que la France n'a pas arrêté le génocide, mais a cautionné le régime qui fabriquait le génocide. Et ça, j'ai trouvé ça scandaleux, que la France n'a pas arrêté le génocide, donc c'est de nouveaux concepts dans son livre, et a cautionné le régime qui fabriquait le génocide. Et il a évoqué aussi dans cette émission que la France a été co-belligérant de ce qui s'est passé au Rwanda. Alors là, il y a une contradiction de ce qu'il dit. Il dit lui-même que jusqu'en 1993, la France n'était plus au Rwanda et que ce qui s'est passé, le génocide, c'était en 1994. Vous savez tous que l'armée française est revenue en juillet 1994. Donc, quand le génocide a commencé, la France n'était pas là.
Donc, j'ai trouvé ça scandaleux et contradictoire et dans ce qu'il dit, il dit dans son livre, la co-belligérance. Donc, sa mission, c'était tout simplement de charger. Donc, c'est la raison d'État de François Mitterrand pour montrer que François Mitterrand avait des liens de président à président, il le répète souvent, et ce qui n'est pas vrai, parce que la France, c'est un pays quand même démocratique. Le président, même s'il a des pouvoirs, parce qu'il dit que le président est doté de pouvoirs immenses, mais c'est une démocratie où le président, quels que soient les pouvoirs qu'il peut avoir, ne peut pas faire ce qu'il veut. Donc, ça, je trouvais ça scandaleux. Ça, c'est deuxièmement. Et autre chose, c'est que il a comparé, ce que j'ai trouvé ça inacceptable, il a comparé ce qui s'est passé au Rwanda à la période nazie. Il a dit que donc les nazis pourchassaient et suivaient les juifs pour les tuer parce qu'ils étaient à l'intérieur du pays. Donc il a comparé ça aux Tutsis de l'intérieur, que les Hutus. Il ne parle pas des Inhéramous, il parle des Hutus en général. Donc, ce régime qui fabriquait le génocide, que les Hutus aient pourchassé les Tutsis pour les tuer comme les nazis l'ont fait, comme les nazis l'ont fait. Et ça, c'est inacceptable, on peut pas l'accepter. Alors, par là des génocides, et notre frère Bakunda a évoqué les génocides, il y a un article que j'ai lu ici, c'est que l'on sait des génocides et des crimes de masse commis en Afrique centrale, sachant que Vincent Duclerc est un spécialiste des génocides. Il ne peut pas euh, ne pas savoir que dans cette partie de l'Afrique, il y a eu plusieurs génocides. Donc, le spécialiste de l'Afrique centrale du nom de René Romarchand, aujourd'hui 88 ans, et qui vit en Floride, aux États-Unis, où il a enseigné pendant plusieurs années. Il est reconnu mondialement pour ses travaux sur les cycles de violence en Afrique centrale. Pour lui, cette région du continent noir a été confrontée non pas à un génocide, celui des Tutsis, mais à plusieurs génocides. Il explique. Le premier génocide a eu lieu en 1972, comme Ndajiman l'a dit, contre les Hutus du Burundi. Ce génocide avait été commis par les Tutsis du Burundi, soutenus par les exilés Tutsis du Rwanda, qui avaient fui leur pays suite à la révolution sociale Hutu de 1959. Ensuite, il y a eu un autre génocide contre les Hutus. Cette fois-ci, au Rwanda, en 1994, commis par les Fonds patriotiques rwandais, FPR de Paul Kagame. Ce génocide s'est déroulé à l'ombre du génocide des Tutsis, commis par les extrémistes Hutus. Puis, il y a eu un autre génocide des Hutus et des Congolais en RDC, commis par la même armée de Paul Kagame. Je m'arrête par là. Et il n'est pas le seul qui le dit, mais je voulais tout simplement le souligner pour démontrer à ceux qui nous suivent ou à ceux qui nous écoutent qu'un chercheur spécialiste des génocides aurait quand même poussé ses recherches pour ne pas occulter ou faire une sorte d'impasse sur les crimes du FPR qui sont connus par tout le monde actuellement. Voilà, je voulais ajouter cela et je trouvais ça très, très important. Très important, l'article ou le livre de M. Le Marchand. De toute façon, c'est un des premiers à avoir parlé de ces génocides, notamment du Burundi et de la révolution de 1959. Ce qu'il a peut-être omis de dire, parce qu'il n'est pas informé, c'est que le génocide contre les Hutus du Rwanda a commencé en octobre 1990. Les gens font un amalgame entre les dates, mais tout n'a pas commencé en 1994. Entre 90 et 1994, les FPR massacraient systématiquement les populations Hutus des endroits où ils passaient. Et à Kigali, bien sûr, lorsqu'il est arrivé là-bas, mais avant ça, il y avait des centaines de milliers de Hutus qui avaient été massacrés par le FPR. Les éléments existent, les témoignages existent de gens qui vivaient là. Il faudra que une personne comme le marchand aussi
parce qu'il continue à fonctionner malgré son âge avancé. Il faut que les gens le sachent. D'ailleurs, j'informe notre public que nous sommes en train de rédiger un rapport, une sorte de mapping report, rapport mapping, quoi, sur le génocide commis contre les Hutus par le FPR depuis octobre 1990. Nous allons bientôt en parler lorsque la prémisse de ce rapport sera prête. Et puis on continuera même en France où apparemment la politique du pays va vers la simplification de ces atrocités-là en les mettant d'un seul côté. Nous dirons au président Macron ce que nous pensons, nous le dirons à tous ces chercheurs, des faux chercheurs qui mentent sur l'histoire du Rwanda. Je crois que tous les Rwandais devraient se redresser, se lever comme un seul homme pour donner leur véritable version, leur narratif des crimes que les Rwandais ont traversés. De tous côtés. Il ne faut pas parler que des Tutsis. Nous sommes de toutes les ethnies à l'étranger comme au pays à avoir subi les atrocités commises par les uns et les autres. Et donc, c'est vraiment la seule conclusion qu'on peut tirer de cette émission. Le professeur Duclerc ne gagnera pas ce combat de mensonges. Lui, il ment, nous nous dirons la vérité et finalement, je suis quasiment certain que d'ici 5 ans, en France, les atrocités, les massacres du Rwanda auront un autre narratif plus conforme à la vérité de ce qui s'est passé réellement au Rwanda et en RDC. De la même façon que nous savons, nous le disons aussi, que le Front patriotique rwandais de Paul Kagame est en train de commettre, il poursuit le génocide congolais qu'il a commencé depuis 1996. Tout le monde le sait, les Congolais le disent tous les jours. Nous, nous connaissons la situation actuelle où les troupes du FPR, armée rwandaise, avec leurs supplétifs du M23, sont occupés à massacrer les populations du Nord Kivu, prioritairement d'ailleurs pour eux parce que c'est une priorité. Ils tuent d'abord les Hutus congolais et puis ensuite les Bantous de toutes les autres ethnies de la région. Ça, c'est des choses que nous devons dire. Et il faut que j'espère que le président Macron enverra un vrai chercheur, celui-là, pour étudier la situation des crimes du Rwanda, des crimes du FPR, en RDC aussi. Et nous espérons que la France va aller dans le camp de ceux qui veulent dire la vérité, de ceux qui veulent aider le peuple congolais et le peuple rwandais contre le mal absolu que représente le FPR. Je vais vous demander chacun en ce qui le concerne de dire, de livrer un message de fin. Et puis, comme je vous l'ai dit, nous ferons la deuxième partie de cette émission, peut-être aussi la troisième parce que c'est une longue émission où il y a des affirmations vraiment péremptoires hein, et fausses. Monsieur Makundi Kicharo, est-ce que vous pourriez donner votre mot de la fin pour qu'on puisse mettre fin à cette émission? Oui, merci, Monsieur Neglimana, hein, pour cette parole offerte. Je vais éventuellement remercier vous les deux avec moi qui avons contribué à cette émission et puis aussi remercier tous ceux qui nous suivront sur YouTube. Et je vais donc avancer aussi mon idée de voir l'Afrique en général changer parce que quand on voit les Occidentaux se ruer sur l'Afrique, c'est parce qu'ils ont des intérêts, ce n'est pas par amour, n'est-ce pas? Donc, tout ça, c'est basé sur des calculs et c'est malheureux que nous, on ne les voit pas. On ne voit pas donc ces calculs occidentaux qui viennent chez nous et puis ils nous considèrent déjà comme des vauriens, mais derrière, n'est-ce pas, ils vous montrent une autre image déjà sympathique qui vient nous aider alors que ce qui compte pour eux, ce sont nos richesses et dans ce que nous avons. Et je sais que, à ce qui nous concerne, le Rwanda, c'est comme un pont tournant où éventuellement on peut aller
et utiliser ce petit pont-là pour rapatrier les richesses qu'on vient de voler à la République démocratique du Congo. Donc, le Rwanda s'est constitué comme un sous-traitant qui tire des dividendes dans le vol des richesses de la RDC et celui qui veut y avoir accès doit absolument passer par. Voyez-vous? Et c'est ce qui se passe déjà quand on voit le président Tshisekedi qui vient en Belgique pour leur dire, s'il vous plaît, vous venez de signer un accord avec ce pays. Et le but même, c'est de piller nos richesses. Voyez-vous? Donc, moi, je dirais que euh, la France devrait vraiment arrêter de, de, de tomber dans un piège. Elle a utilisé le Rwanda pour aller protéger ses industries à choses au Mozambique. C'est déjà bien. Mais il devrait quand même se poser la question, c'est quoi les Rwandais? C'est quoi l'histoire du Rwanda? Pourquoi est-ce qu'il ne pose pas la question à un homme ou à des hommes qui ont vécu en France, comme M. Regimana, qui connaissent très bien l'histoire du Rwanda, et que, avant de se lancer dans un jeu du genre où ils vont se ridiculiser, puisque je suis certain que quand ils quittent le Rwanda, nos amis du Rwanda se moquent d'eux. Et moi, si j'ai la chance d'avoir les gens qui ont quitté le pays et qui vivent dans mon pays, avant de me lancer dans n'importe quoi, je pose la question, j'invite 5 à 6 personnes et puis on échange, je pose des questions, j'ai une idée et puis j'y vais, mais je ne vais pas me faire rouler dans la farine. Voilà, donc moi, je peux dire que euh, pour l'instant, je suis déçu du comportement de nos dirigeants ici. Je serais, disons, content si ils changeaient d'attitude et dire maintenant, nous n'allons plus nous faire rouler dans la farine. Nous allons compter sur les conseils de ceux qui sont ici et qui viennent du Rwanda. Ils auraient pu prendre quelqu'un d'un pays comme la RDC, qui est le deuxième pays francophone, mais le premier pays francophone au monde ailleurs. Hein. Et il n'allait pas, franchement, manquer l'équivalent d'une dame qui pouvait assurer cette place-là. Et comme ça, ils allaient gagner aussi chose, en diplomatie, le Congo, par exemple. Comment se fait quelqu'un a euh, banni le français dans son pays et vous allez encore l'amadouer en lui donnant une place? C'est quoi ça, finalement? C'est ridicule. Moi, voilà, je peux, disons, parler, mais je crois que notre pays, ici où nous sommes, essaie de suivre donc, le mouvement des États-Unis, alors que les États-Unis ont certainement une politique africaine. Et là, ils se trompent, ils tombent dans un panneau comme ça se rend compte. Il faut franchement qu'ils pratiquent une politique française, disons, unique à eux. Et puis, bon, s'il faut changer, ils peuvent le faire. Hein, ils peuvent, n'est-ce pas, dire, ben, écoutez, bon, notre partie de l'Afrique de l'Ouest s'éloigne de nous. Qu'est-ce qu'il faut faire pour, disons, intéresser les autres pays de l'Afrique centrale et francophone, mais ils peuvent y aller d'une certaine manière, de façon correcte, et non pas vraiment comme des apprentis, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, être l'allié d'un criminel comme Paul Kagame, ça n'honore pas la France, de Ouais, toute façon. Petit franchement. à petit, tout le monde doit le voir, tout le monde doit comprendre que à un moment de l'histoire de la France, il y a un gouvernement qui s'est trompé sur un personnage, un criminel, qui a ravagé le Rwanda, mais aussi le Congo, et bientôt, qui va entrer en guerre probablement contre le Burundi, et qui fait tout pour que cette guerre commence le plus tôt possible. Avant-hier, d'ailleurs, j'ai Ouais. entendu sur une radio-télévision rwandaise où on parlait d'un communiqué du gouvernement français qui condamnait la présence du M23 et de l'armée rwandaise en RDC. Et ils ont fini en disant, ben, de toute façon, on verra. Si la France reprend cette affirmation,
nous allons quitter le Mozambique, disaient les journalistes. Nous allons ramener vous voyez, Chantal. et un chantage, si jamais la France condamne l'entrée des troupes françaises, plutôt des troupes rwandaises en RDC, le chantage, c'est que le Rwanda va retirer ses troupes du Mozambique et va remettre une couche pour accuser la France d'avoir participé au génocide des Tutsis. Voilà. Donc on s'offre en holocauste, on devient, on subit la loi du maître chanteur Kagame. Monsieur Jimimana, si vous pouvez conclure avant qu'on ferme nos antennes, eh bien, la parole est à vous. Monsieur Dagijimana, cher frère Bakunda, je tiens à vous remercier de cette émission que nous avons eue ensemble ce soir. Et moi, j'apprends. Je suis pas très jeune, mais par rapport à vous, je suis encore jeune. Et donc, du coup, je suis en train d'apprendre petit à petit à travers mes grands frères. Donc, j'ai apprécié et j'ai aimé cette émission, premièrement. Deuxièmement, et je voudrais remercier les téléspectateurs de la Voix des Grands Lacs qui vont nous suivre dans les prochains jours et qui vont commenter et envoyer des avis, des observations pour que nous puissions, dans les prochains jours, améliorer nos émissions. Je compte sur eux. Et troisièmement, je dirais que la seule pensée, la pensée unique du Front patriotique rwandais, nous ne devons pas l'accepter. Donc, l'histoire d'un peuple doit être écrite par son même peuple, par le peuple lui-même, non pas par des, entre guillemets, je ne dis pas qu'il n'y a pas des experts de bonne foi, mais quant à l'exemple du professeur Vincent Duclerc, on constate que il a déjà pris parti, il a choisi son cas, donc ce n'est pas à lui d'écrire notre histoire, et donc nous devons à chaque fois le contredire, le dire haut et fort pour ne pas tromper ou essayer d'imposer une autre narrative aux jeunes Rwandais, aux deux générations, les jeunes Rwandais, même les jeunes Françaises, comme le dit le président François, Emmanuel Macron. Alors, aujourd'hui, on a été réunis ce soir pour débattre, décortiquer l'émission euh, qui est passée sur la Radio France Internationale, où euh, le président de cette commission a été invité. Mais je voudrais attirer l'attention de nos téléspectateurs que ce soir, on est venu ici aussi dans le cadre du groupe d'initiative France-Rwanda. Ceux qui ne le savent pas, il y a un groupe d'initiative France-Rwanda qui existe en France et qui essaie d'agir ou de réagir sur des choses comme celle-ci. Et quand le rapport est sorti, le 16 mai 2021, ce même groupe d'initiative France-Rwanda a réagi sur le rapport et a envoyé donc des observations, ce que le groupe pense du rapport, et on peut trouver ça sur le site du groupe d'initiative France-Rwanda. Et donc, parce que j'ai évoqué ce groupe, je voudrais terminer par des recommandations qui ont été formulées par ce groupe. Le groupe d'initiative France-Rwanda considère qu'en stigmatisant pas trop le régime que fait le président Juvenal Habyarimana et en présentant la rébellion du FPR comme des valeureux libérateurs ayant accouru pour arrêter le génocide des Tutsis, sans parler suffisamment du rôle des pays qui ont sponsorisé la guerre au cours de la période sous examen, la commission d'ICRER est sortie du cadre de sa mission de recherche historique objective. En prenant ouvertement fait et cause pour les thèses et le discours militant du régime de Paul Kagame, la commission d'ICRER a cessé d'être neutre.
Nos inquiétudes sont d'autant plus fondées que de sources diverses, certains membres de la commission seraient proches d'associations. Là, on ne l'a pas évoqué, peut-être on évoquera la prochaine fois, même des soupçons de certains membres de la constitution de cette commission, dont notamment un certain Kawanda, Marcel. Je pense qu'il fait partie de la commission. Si je ne me trompe pas, et on connaît les liens de Kawanda avec le régime de Kigali et ex-président d'Ibuka France. Donc, il est donc permis de douter de la neutralité et du caractère strictement scientifique de ce rapport. Pour conclure, le groupe d'initiative France-Rwanda, composé de résidents rwandais de Français d'origine rwandaise, soutient la volonté du président Emmanuel Macron de renouer les relations entre la France et le Rwanda. Cependant, le groupe tient à rappeler que le régime actuel de Kigali, dirigé par le président Paul Kagame, depuis déjà bientôt 30 ans, et à l'époque c'était 27, foule au pied la démocratie, l'état de droit et le respect des droits humains au Rwanda. Le groupe d'initiative France-Rwanda demande en conséquence au président Emmanuel Macron de ne pas faire de mauvais compromis sur les droits de l'homme, notamment sur les nombreux crimes commis par le régime dictatorial de Paul Kagame contre les populations du Rwanda et des autres pays d'Afrique des Grands Lacs au cours de ces 3 dernières décennies. Le groupe d'initiative France-Rwanda demande instamment au président Emmanuel Macron de soutenir sans réserve l'initiative du Dr Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, pour la mise en place du tribunal international ad hoc recommandé par l'apport du projet Mapping concernant les violations les plus graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises entre mars 1993 et juin 2003 sur le territoire de la République démocratique du Congo et ses alliés. La nouvelle page des relations franco-rwandaises ne devrait pas s'écrire sur la base du seul rapport partial et partiel présenté par la commission d'Hitler, au risque d'inscrire dans le marbre de nombreuses inexactitudes contenues dans ce rapport, considéré par beaucoup comme partout favorable aux thèses anti-françaises développées par le régime du président Paul Kagame. Donc, je voulais justement conclure par ces recommandations et ces doléances et que j'ai trouvé très pertinentes et importantes ce soir. Je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir rappelé cette pétition. C'était un courrier ordinaire, mais c'est sous forme de pétition en fait. Et on ne peut pas dire mieux que ce que le JFR avait dit à l'époque. Nous gardons la même position et nous allons répéter cela au président Macron et à son gouvernement. Il faut que la France, si elle veut être crédible, aussi bien au Rwanda qu'en RDC et ailleurs en Afrique, que la France soit juste, qu'elle ne prenne pas Kagame comme son héros, alors que c'est un criminel, que c'est un génocidaire qui a donné lieu d'ailleurs à plusieurs rapports sortis par les Nations Unies. Même si les Nations Unies ne sont pas allées plus loin, mais on sait tous que Kagame a été à la tête de troupes qui ont commis un génocide au Rwanda et en RDC. D'ailleurs, on n'oublie pas que Paul Kagame a participé d'une certaine manière avec une équipe de techniciens, comme il les appelait, au génocide contre les Tutsis. Je vous remercie beaucoup, chers amis, et je vous donne rendez-vous pour de prochaines émissions que nous allons programmer ensemble pour effectivement continuer à changer le narratif négatif que propagent certaines personnalités comme le professeur Duclerc, y compris d'ailleurs certains membres du gouvernement. Nous en parlerons la prochaine fois. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci, merci. Merci. Qu'est-ce qui se passe?
Merci.